pas renier son histoire, effacer son histoire, ce n'est pas possible. Les perles ont toujours constitué un symbole très fort dans toutes les familles et dans toutes les ethnies. L'histoire des perles qu'on peut trouver sur les marchés africains. Moi, je n'ai presque tous les colliers que vous pourrez voir sont des colliers que j'ai achetés sur les marchés d'Afrique de l'Ouest. Presque tous, à très peu d'exceptions près. Et ne serait-ce que les perles que j'ai trouvées depuis mon enfance jusqu'à maintenant sur les marchés africains, ce sont des perles qui ont beaucoup voyagé, qui sont venues par caravane avec les Arabes, dans le Sahel, dans tout le Sahel, pour trouver des esclaves, pour trouver de l'or, pour trouver de l'ivoire, etc. Récemment, quand je suis allée en Algérie, j'ai vu des perles qui sont très très anciennes, que j'ai trouvées au Mali, et les gens d'Alger qui s'occupaient du néolithique ne connaissaient pas ces perles. Les perles, quand on pèse avec les perles, on ne doit pas se presser. Un tableau aujourd'hui, pour me prendre 3 mois de travail, 4 mois de travail, parce qu'il faut prendre le temps d'intégrer les éléments. Le temps aussi d'intégrer les perles en termes de collage, parce qu'il ne faut pas les intégrer et que quelques temps après, les perles disparaissent ou carrément se détachent de la toile. Donc il faut harmoniser les deux à la fois, prendre le temps de séchage, le temps aussi d'intégrer les perles sous forme de peinture pour pouvoir harmoniser un peu le travail de perlage. Les perles ont toujours constitué notre identité en tant qu'Africains. Quand on sait les coris, leur représentativité dans le domaine de la monnaie, c'était des monnaies d'échange. En fait, c'était des perles, des verroteries que les esclavages avaient amenées ici pour tromper un peu nos arrière-grands-parents. Ce que j'appelle cette période historique, cette période sombre de l'Afrique. Les perles ont joué un rôle important par cette période-là. Maintenant, c'est simplement peut-être par un déclic, parce qu'à un moment donné, j'ai eu une inspiration pour travailler sur les portes de l'espoir, les portes de Gorée. Et tout cela faisait parce que je suis arrivé à intégrer tous ces éléments qui tournaient dans ma conscience. Et les perles m'ont interpellé quelque part pour les intégrer dans la toile, mais c'est un peu comme ça que je travaille. Je travaille sur des sujets qui, quand ces sujets m'interpellent, je travaille pendant un moment, 2 ans, 3 ans, et j'essaie de bouger, de faire autre chose. Depuis que je suis artiste plasticien, j'essaie toujours de changer de matériaux, de changer de médium, parce que je me suis dit que la création, elle est dynamique, elle doit bouger. Je ne peux pas rester à la peinture à l'huile, à l'acrylique, ou simplement à la gouache, ou peut-être à l'encre de Chine. J'essaie de trouver d'autres matériaux comme additifs pour voir comment je peux faire évoluer mon travail. C'est ainsi que j'ai essayé, par exemple, la latérite à l'époque. Parce qu'en partant à Thiès, j'ai vu la latérite avec la couleur rouge, ça m'a tellement attiré, j'ai été inspiré. Je suis allé chercher de la latérite, j'ai commencé à travailler avec la latérite, bien sûr, avec le sable et tout. Mais à un moment donné, quelque part, j'ai eu un déclic sur les perles. J'ai dit, mais tiens, il faudrait que j'essaie de voir comment intégrer les perles dans mon travail. Alors j'ai fait un peu le tour, après inspiration. J'ai été voir dans Dakar où on vend des perles. J'ai essayé avec les vendeurs, ça ne marchait pas.
Je suis allé à la gare de Dakar. Simplement, j'ai trouvé des femmes qui vendaient des perles. Je suis allé à Sandaga, j'ai vu qu'il y avait des multitudes de perles et des perles vraiment extraordinaires. J'ai fait une descente aussi à Gorée, j'ai vu les femmes vendre des perles mais avec sous forme de collier ou autre. Je me suis dit maintenant, j'ai trouvé ce que je voulais. Maintenant, je suis allé en ville, chez les Libanais, dans les magasins, je cherchais des perles, j'essayais de faire des combinaisons pour voir maintenant comment les intégrer dans mon travail. C'est ainsi que le travail de perles a commencé, c'était dans les années peut-être 2000-2001, où j'ai commencé à faire des œuvres sur les perles. Notamment, les œuvres qui m'ont le plus marqué, c'était quand je travaillais un peu sur la fracture numérique, sur la solidarité numérique, et j'ai commencé à les intégrer dans mon travail. Maintenant, en l'intégrant dans mon travail, il fallait essayer d'harmoniser ces perles-là avec la peinture. Ce que vous avez vu dans la performance. Parce que non seulement j'ai intégré les perles, mais j'ai essayé de peindre les perles aussi dans la toile. Ce qui fait que ça fait une harmonie qui dédouble les perles pour arriver à faire ce qu'on appelle un trompe-œil. Quand on voit cette œuvre-là, on a l'impression que c'est des perles qui ont intégré l'œuvre, ou on a l'impression que c'est des perles qui ont été peintes. Donc c'est un peu ce travail que je voulais faire, ce jeu de perles, que j'ai essayé d'intégrer dans mon travail. Et depuis lors, vraiment, je suis très content de trouver qu'il y avait une harmonie entre la peinture et les perles aussi. Toutes les ethnies qui ont cette tradition de perlage. Quand on va chez les Toucouleurs, tout le monde sait que quand un enfant naît, on lui met un collier autour du cou. Et ces perles-là, moi, je m'en souviens encore avec ma grand-mère, qui le faisait avec effectivement mes petits frères ou carrément mes petites sœurs quand ils étaient bébés. Il y avait toujours des colliers autour de leur cou. C'était des perles vraiment qui constituaient un peu le patrimoine, parce que chaque enfant qui naissait avait le droit à ces perles-là qu'on mettait autour du cou. Peut-être autour du bras de temps en temps, mais quand on va dans les ethnies, sur les ethnies, par exemple, que ce soit les Toucouleurs, que ce soit les Bassari, que ce soit les Diola, que ce soit les Mandjak ou les Balan, quand on peut jouer, parce qu'en travaillant sur les perles aussi, j'essaie de me documenter, de comprendre ce que je fais, parce que je ne fais pas comme ça aveuglément, en mettant les perles seulement, et de ne pas comprendre l'histoire de ces perlages. Donc je suis allé un peu faire des recherches pour comprendre c'est quoi exactement la représentation des perles dans notre tradition. Et je me suis rendu compte que dans toutes les traditions, dans toutes les ethnies, les perles étaient toujours présentes. Et cela, simplement, est dû peut-être, comme je l'ai dit, à cette période sombre de l'esclavage où les perles sont arrivées et tout le monde s'en est servi. C'est des objets qui ont une double identité. Incontestablement, les perles sont du domaine du matériel parce qu'il s'agit d'authentiques artefacts. Donc c'est des matériaux qui sont travaillés par l'homme à partir de plusieurs substrats. Ça peut être des métaux, ça peut être des pierres, ça peut être des coquillages. Donc c'est de la matière réelle, palpable. Sous ce rapport-là, oui, il s'agit du matériel. Par contre, une perle peut entrer dans un environnement immatériel. Quand on est dans le domaine de la parure, de la vêture, du festif, la perle entre dans un environnement immatériel, dans des expressions, dans des genres de vie qui sont classiquement traités comme relevant de l'immatériel. Il y a donc une ambivalence et je pense que cela sied très bien à la perle.
ce type de coquillages que j'utilise, qui sont surtout connus au Pérou. Connus au Pérou, mais il paraîtrait, un marchand m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on trouvait ça autrefois dans... un peu comme corail, vous voyez, c'est de couleur corail. On trouvait ça dans l'embouchure du Niger. Dans l'embouchure du Niger. Oui. Bon, parce que c'est quand même curieux qu'on en a trouvé autant en Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai trouvé ces choses-là venant de Côte d'Ivoire. Mais quand je trouve un truc comme ça, je ne le défais pas, bien sûr. Hein. Ça, c'est un objet ethnique et je le garde, c'est très précieux pour moi. Tandis que quand j'ai trouvé ces coquillages séparés, j'ai fait des colliers. Voilà, des colliers, voilà, séparés. Voilà. Voilà. Ça, c'est plus que le néolithique, puisque le néolithique, c'est entre 2000 ans et 8000 ans. Donc là, c'est 200 millions d'années. C'est beaucoup plus ancien encore. Voilà. Alors, les coquillages, je vous montre d'autres choses, alors, des perles qui datent du néolithique. Toutes ces perles-là, elles sont très anciennes. Ce sont des perles qui datent d'avant Jésus-Christ. Hein. Celles-là, oui, elles datent d'avant Jésus-Christ. Ce sont des perles qui viennent ou de Mésopotamie. Elles peuvent venir d'Iran, d'Irak. Elles peuvent venir de... Bon, ce sont des perles, elles sont très mélangées. Il y a aussi bien du cristal de roche, du verre, c'est très varié. Mais elles sont toutes anciennes. Ces perles-là, colliers en pâte de verre, opaques. Ça vient de Tombouctou. Tombouctou, en fait, c'est toute la région du Mali, hein. La région de Djenné. C'est produit dans la zone méditerranéenne. On les évalue entre le 3e et le... La façon de la porter, la façon de la vivre, permettait dans certaines conditions d'identifier les communautés. On ne le faisait pas de la même manière chez les Peuls, chez les Haoussa, chez les Wolof, les Diola. Du point de vue de l'exploration patrimoniale et historique de nos sociétés, il peut être intéressant de voir comment la vêture, la parure et la perle ont joué des rôles et ont permis à certaines communautés d'assumer à travers cette fenêtre-là un certain nombre d'identités. asalaamaaleykum soxna si maa ngi lay siyaare waay amiin rabbil aalamiin naka njaboot gi alhamdulilah barikalla per yi laa doon wut si waaw dama xamul nag yan nga fi yor tey orange jaune ak rouge parce que man ci couleur yooyu laay gën di liggéeyee daal moo tax amuloo fi noir aussi waaw Golden Dragon spécial qualité. marron bi. kii marron bi la aussi. non bii ba léegi moo gën a sew. moo gën a sew waaw. wutal ma jaune yi yu sewee nii. jaune bu sew nii ak kii bi voilà. voilà ma jël ci kii bi quoi. ak rouge bi quoi. voilà très bien. merci beaucoup ah jërëjëf waay soxna si yal na yàlla barkeel li ci def. merci beaucoup merci. So I'm just here for a minute. So show me, I'm going to come back later, but I have to buy some things. So how much are these? This is very pretty. This one is from Mali. Oh, okay. But I'm just selling it about 4,000. Okay. Now I need to have, can you do this in many colors? Yeah, I can do it in many colors like you like.
This one I can sell for you 10,000. Okay, and if I want to change the colors and have it a different color, it's the same price, right? Yeah, it's the same price. Okay, and this one is very nice. How much is this piece? I say this one is 7,500. Okay. A real fish bone. Really? Oh, From interesting. Senegal. So you mix these beads with the fish bones? No, fish bone. I'm just doing the necklace with the fish bone, but the fish bone to do it, that is different. This is the mill flowers. Oh, okay. You see, this is the Millflower. this one they are calling at English thread beads. Encore soleil. Madame Tamourou Touré, vous avez fait un excellent livre qui parle des bracelets d'Afrique, de l'origine aussi. Je voulais savoir un peu l'origine de ces bracelets qui sont répertoriés dans le livre. Vraiment, bracelets d'Afrique. Et je pense que c'est un livre qu'il faut recommander à tous les étudiants universitaires pour quand même faire des recherches à travers notre patrimoine, pour comprendre davantage un peu comment l'Afrique a évolué. Oh, c'est une petite histoire personnelle, parce que j'ai reçu un cadeau dans les années lointaines. Ma grand-mère m'avait offert un bracelet. Je l'ai gardé sans faire vraiment très attention. Puis au fur et à mesure, je l'examinais, j'ai dit mais ça a l'air très très joli. Et Ambaladona me dit ça vient de loin. C'est ma mère qui m'a offert ça. Sa mère, donc, qui était Mariam Diawara, qui a vécu avec son mari Seydou Djilia au royaume de Ségou. Quand on dit que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire, moi je ne peux pas accepter ça dans la mesure où des personnes qui ont fabriqué ces bracelets, qui ont trouvé les matériaux, parce que si vous voyez, c'est très varié. Nous partons du bronze. J'ai des bracelets en bronze, en fer, en ivoire. Hein. Tout cela, les personnes qui ont pu mettre ça en valeur, extraire le matériel, le travailler, le façonner, lui donner une forme, une couleur. Je pense qu'on ne peut pas dire que ce ne sont pas des gens qui ont quand même été en marge de la société à l'époque. Si vous regardez certains bracelets, vous sentez dans la façon dont ça a été fabriqué qu'il y a maintenant toute une civilisation derrière ces objets. Et ce qui est le plus important encore pour nous, c'est que nous sommes en train de perdre ces objets-là. Moi j'ai ma collection, elle est là, mais je vous assure que bientôt on ne verra plus de bracelets comme ça, parce que nous ne fabriquons plus comme ça. Et il y a d'autres personnes qui viennent, qui les ramassent, qui les amènent et qui en font ce qu'ils veulent. Il faut que nous puissions les collecter et puis les conserver autant que possible. Et aussi pour l'avenir, pour que quand même nous puissions attester qu'à telle période en Afrique, il y a eu telle activité. Les Dogons ont sorti le fer depuis la plus haute antiquité. Ils ont travaillé le fer. On ne peut pas. Il y a des fourneaux qui l'attestent. Ça, ce sont des spécialistes qui vous le diront. Chaque bracelet a une signification par les groupes ethniques qui les utilisent. Vous avez des bracelets qu'on porte, et nous le savons ici, contre les mauvais yeux. Ouais. Ça, c'est une des premières vertus de nos bracelets. Et oui, dès qu'on les porte, on est protégé. Personne ne peut plus vous atteindre sur le plan spirituel. Et il y a des bracelets, notamment en Afrique centrale. Si vous voulez une femme, si vous n'amenez pas cette bracelet de cette nature, vous ne pouvez pas avoir la femme. Même si vous amenez des bœufs, des chevaux, non, il faut
absolument que ces bracelets-là soient parmi les objets qui ont offerts à la fiancée pour que le mariage puisse avoir lieu. Et bon, il y a des bracelets, comme vous savez ici, que ne portent que les femmes qui allaitent. Oui, oui. Quand on n'allaite pas, on ne porte pas ce genre de bracelet. Donc le bracelet a une fonction multiple et chaque groupe ethnique a sa façon de voir son bracelet. Et vous avez des bracelets qui ne sont portés que par des reines. Oui. Par exemple, la reine, chez les Baoulés, vous avez les gros bracelets de 5 kilos qu'elle porte. Bon, et bien entendu, elle ne travaille pas. Et ça, c'est un truc Bamoun. Bamoun, c'est un grand peuple de l'Afrique centrale et qui avait un royaume très puissant. Avec les Bamileke, ce sont des voisins, des amis. Et ça, si on n'offre pas de bracelet comme ça, on ne peut pas avoir une femme. Voilà. Là, le bracelet des rois, des reines plutôt, reines Baoulé. Oh, ça, c'est les reines Baoulé. Ça pèse 5 kilos. Hein. Elle portait ça. Hein. Et c'est le forgeron qui fixait les bracelets au pied. Et on ne les enlevait que lorsque on doit aller dans la tombe. Et souvent, certains... couleur comme la vie. Si on se réfère à l'Égypte ancienne, par exemple, le berceau de la civilisation, on se rend compte qu'on peut y retrouver beaucoup de traditions de perles enfouies. L'Afrique n'a pas fabriqué des perles, mais c'est le colonisateur qui nous a amené des perles. C'est avec ces perles-là qu'il faisait ces échanges pour gagner des esclaves et retourner en Europe. Beaucoup de ces perles qu'ils amenaient à l'époque ont pris de la valeur avec le temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le cadre du patrimoine, ils sont en train de faire des recherches. Souvent, ils font des trouvailles. Soit c'était des perles, soit c'était des vases qui sont enfouis quelque part. Et ça, c'était un peu toujours le fait de la colonisation qui nous avait amené tous ces perles-là. Et nos grands-parents aimaient ces perles-là. Ils les portaient, ils les adoraient. Maintenant, c'est simplement dire que les frontières existent dans nos têtes, mais les frontières réellement n'existent pas. Quand on va à la mer, il n'y a pas de frontières. Les poissons vont et reviennent, les oiseaux, ainsi de suite. C'est l'être humain qui a créé des frontières. Quand on voit les perles, par exemple, de la Mauritanie, on voit qu'ils ont une tradition de perles. Aller en Mauritanie, c'est voir qu'ils portent des perles et jusqu'à présent, ils valorisent ces perles-là. Quand on va au Maroc, simplement, vous allez voir que les Marocains sont très férus pour les perles. Moi, j'ai visité le Maroc récemment, j'ai fait des souks, mais j'ai vu cette tradition de perles qui existe jusqu'à présent. Ici, nous en avons toujours, mais peut-être que nous n'avons pas créé, mais toujours on a cette... On voit que c'est des Maasai qui privilégient les perles parce que les perles leur parlent et ça fait partie de leur tradition. On va au Niger, par exemple si on prend la croix d'Agadez qui est accompagnée certes de perles dont Alfadi a fait beaucoup d'éloges par exemple à travers ses costumes. Et je pense que ça c'est une façon de valoriser l'Afrique. Et enfin, chez les Ndébélé, vous voyez que chez les Ndébélé c'est des traditions de perles. Même quand ils font de la décoration, on sent que il y a des traces de perles dans leur décoration, tellement qu'ils sont impliqués, sont imprégnés de ces perles-là. L'Afrique n'a pas de frontières parce qu'effectivement, ces perles nous ont servi d'échange comme la monnaie. C'est comme la monnaie qui circule. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de franc CFA ou autre. C'était peut-être un franc métro qui existait à l'époque. Mais même, c'était les perles qui faisaient office d'échange et les gens pouvaient